Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo du soleil, un peu de soleil, ça fait du bien. Alors, la réflexion du jour, est-ce que c'est plus dangereux d'être pilote de ligne ou d'être rythmologue? De quel danger je peux bien parler? De quel danger puis-je bien parler que les pilotes ou les équipages prennent plus de risques que nous les rythmologues? Eh bien, on va parler du risque d'irradiation. Alors, je me suis amusé à mesurer avec mon dosimètre opérationnel, l'emporter avec moi lors d'un voyage. Et je peux vous dire que vous prenez globalement sur 1 heure de vol environ 1 microsievert par heure. Alors ça correspond à quoi 1 microsievert par heure? Pour information, alors suivant les régions du monde, c'est pas pareil. Si vous laissez votre dosimètre opérationnel sur une table pendant 24 heures, il va prendre physiologiquement 1 microsievert par 24 heures. Ça, c'est l'irradiation physiologique. Je vous fais également réfléchir. Les rythmologues ou les coronarographistes sont considérés comme un personnage, comme un opérateur de type A en termes de radioprotection. Et la quantité d'irradiation maximale qu'on peut recevoir sur une année est de 2 microsieverts, c'est-à-dire 2000 microsieverts. C'est-à-dire qu'en gros, au-delà de 2 millisieverts par an, vous ne devriez plus exercer dans un bloc opératoire. C'est-à-dire au-delà de 2000 heures d'avion, si vous prenez l'avion pour des raisons professionnelles par exemple. Je vous laisse réfléchir, je ne pense pas qu'on soit nombreux à prendre 2000 heures d'avion par 24 heures, 2000 heures d'avion sur une année, mais il y a de quoi y réfléchir. Alors, il n'y a pas que ça. Alors bien sûr, pour réduire l'irradiation, il y a un certain nombre de règles. Alors, quand même, l'élément majeur, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est que nous, les rythmologues, on prend moins que les coronarographistes, y compris pour une ablation de FA. Parce que d'abord on ne fait pas de graphie et en général on a des machines qui utilisent un nombre d'images secondes moindre que simplement pour la qualité pour une coronarographie ou une angioplastie. Deuxième élément très important, c'est que la qualité des machines compte. Moi j'ai changé récemment de machine et j'ai divisé par 15 mon irradiation juste en utilisant un nouvel amplificateur de brillance. Donc vous devez vous battre dans vos centres pour obtenir auprès de vos directions des appareils moins irradiants qui permettront de protéger les patients et de protéger les opérateurs. Autre élément de réflexion, bien entendu, on peut réduire notre irradiation en réglant de manière optimale notre machine. Et pour cela, je vous conseille de régler votre machine en présence de l'ingénieur, c'est-à-dire de le faire venir et de tester différents réglages. Donc je sais par exemple sur ma machine que je suis actuellement en mode standard à 3 images secondes, en quantité d'irradiation faible en mode nominal. Et comme j'ai un capteur plan de 30 cm, je dois bien penser à collimater, c'est-à-dire réduire le champ pour moins prendre de rayons. Alors, je me suis amusé à tester 2 images secondes. Et en 2 images secondes, probablement que je vais de plus en plus utiliser. Peut-être pas pour toutes les procédures, mais ça permet également de réduire un petit peu plus. La première fois, pour vous raconter l'histoire, on était il y a quelques années, on travaillait en 8 images secondes en mode pulsé. Et un de mes collègues, quand il est parti, on voit un avion là, je sais pas si on voit. Un de mes collègues est parti en formation, il a vu que dans le centre où il était parti, il faisait du 4 images secondes. Donc quand on est passé aux 4 images secondes, la première fois, ça nous semblait relativement flou. Puis finalement, 4 images secondes en CFA. Actuellement, 3 images secondes en CFA. Et je pense qu'on va s'entraîner à faire du 2 images secondes. Donc on peut vraiment réduire notre irradiation. Autre élément, bien sûr, se protéger, mettre les bas volets. Quand on est en ablation, utiliser un mur plombé en hauteur, un écran plombé. Avoir nos tabliers de plomb dans les normes, à 0,5 mm de plomb devant et 0,25 derrière. Et ce tablier de plomb doit être gardé en bon état, c'est-à-dire bien être fixé sur les porte-tabliers. On se fait très souvent taper par
notre personne compétente en radioprotection, parce que les tabliers ont tendance à être posés n'importe comment, et puis des fois, finalement, on se retrouve par terre, et si vous pliez la plaque de plomb, ben, ce sera pire que de ne pas en avoir. L'idéal d'ailleurs, c'est d'avoir des tabliers de plomb nominatifs, ce qui permettra d'éviter les bêtises. Bon, voilà, j'espère par cette vidéo vous avoir ouvert l'esprit sur la radioprotection. J'avais oublié de dire un dernier truc, tout simplement un basique, c'est l'irradiation diminue par le carré de la distance, c'est-à-dire que quand vous vous mettez à 2 mètres, vous prenez 4 fois moins qu'à 1 mètre. Et d'autre part, par rapport aux patients, essayez de changer les incidences, cela est surtout valable en coronarographie, car ça peut vraiment entraîner des vraies lésions, y compris cutanées. Et si le patient a de nombreuses procédures, il faut compter la quantité totale d'irradiation qu'il a prise pour finalement assurer un suivi adapté, notamment cutané. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Donc il ne faut pas perdre ça, garder ça en tête, on va dire. Donc, en conclusion, le personnel navigant s'irradie de manière plus importante que nous tous. Cependant, nous, on doit se protéger, et je pense que malheureusement, le personnel navigant ne peut pas mettre un tablier de plomb lors des voyages, et nous, on peut. Donc, protégeons-nous, pensez à ça pour la protection du médecin et de son personnel, donc l'ensemble du personnel, et la protection du patient. Donc, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme à l'habitude, merci de la liker et surtout de la partager afin d'augmenter l'impact de cette page de rythmologie. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao.